Mon mari a passé 20 ans à restaurer cette voiture. Quand j'ai trouvé le garage vide, mon fils a dit, je l'ai vendu. Ma femme voulait Paris, passe à autre chose. J'étais dévasté. Jusqu'à ce que le concessionnaire appelle, Madame, votre mari a laissé quelque chose à l'intérieur. Vous devez venir maintenant. La porte du garage était ouverte. C'est là que j'ai su que la voiture de mon défunt mari avait disparu. 20 ans de sa vie, envolée en une nuit. Mon fils l'avait vendue pour un voyage à Paris avec sa femme. Mais un appel téléphonique le lendemain matin a tout changé. L'homme au bout du fil a dit qu'il avait la voiture de Denis. Il a dit qu'il y avait quelque chose que mon mari voulait que je sache, quelque chose qu'il avait caché avant de mourir. Je m'appelle Carole et voici comment mon mari décédé m'a sauvé la vie et a donné à mon fils et à sa femme une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et abonnez-vous à notre chaîne. Nous créons une communauté de personnes qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent arriver à tout âge. Maintenant, retour à l'histoire. La porte du garage était ouverte. C'est ce que j'ai remarqué en premier. Debout dans ma cuisine, mon café refroidissant dans mes mains. Je la regardais à travers la fenêtre au-dessus de l'évier. Juste regarder, la porte enroulée, l'espace intérieur sombre, même avec la lumière du matin qui entrait. Denis ne la laissait jamais ouverte. 43 ans de mariage, et il n'a jamais une seule fois laissé cette porte ouverte pour la nuit. Mais Denis était parti. Depuis 8 mois maintenant. J'ai posé le café, je me suis dirigé vers la porte de derrière, je l'ai ouverte. L'air du printemps m'a frappé. Chaud pour un mois d'avril. Le genre de matinée où Denis aurait déjà été là, penché sur cette voiture avec un chiffon à la main. J'ai traversé la cour. L'herbe avait besoin d'être tondue. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que j'appelle quelqu'un. Le béton était froid sous mes pieds. J'étais sorti en pantoufles. La tache d'huile au centre du sol du garage était sombre et familière. 20 ans de la même voiture garée au même endroit laisse une marque, mais l'endroit était vide maintenant. Juste vide. Je suis resté là à ne rien regarder. L'établi le long du mur du fond était exactement comme Denis l'avait laissé. Ses outils étaient accrochés aux panneaux perforés, chacun délimité par un marqueur noir pour qu'il sache où il allait. Sa boîte à outils rouge était fermée sur l'établi. Son journal de travail était ouvert à côté, les pages remplies de sa petite écriture soignée. La voiture était partie. Ma poitrine s'est serrée. J'ai posé ma main sur le cadre de la porte et j'ai respiré. Par le nez, par la bouche. 43 ans en tant qu'infirmière et j'utilisais toujours les mêmes techniques que j'enseignais aux patients aux soins intensifs. Respirer, réfléchir, agir. Mais je ne pouvais pas penser au-delà de l'espace vide. Je me suis approché de l'établi et j'ai pris le journal. La dernière entrée était datée de 3 semaines avant la mort de Denis. Son écriture semblait fatiguée, les lettres plus lâches que d'habitude. Presque fini. 20 ans sur cette beauté. J'ai hâte d'apprendre à Carole à la conduire correctement. Notre road trip de retraite commence l'été prochain. J'ai fermé le journal, je l'ai remis sur l'établi exactement où il était. Le garage sentait encore son odeur. Huile de moteur, vieux cuir et ce savon orange pour les mains qu'il utilisait. Je pouvais le voir ici. Je pouvais presque entendre la musique qu'il mettait sur cette vieille radio. Du rock classique. Il chantait en même temps quand il pensait que je n'écoutais pas. Un moteur de voiture a retenti à l'extérieur sur Oakwood Drive. Je me suis retourné. La BMW noire de Brian s'est garée dans mon allée. En leasing, pas acheté. Il me l'avait dit à Noël, comme si je devais être impressionné. Mon fils est sorti du côté conducteur. 38 ans, et il ne me regardait toujours pas dans les yeux quand il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Même de l'autre côté de la cour, je pouvais le voir. La façon dont ses épaules étaient voûtées, la façon dont il enfonçait ses mains dans ses poches. La porte passager s'est ouverte. Vanessa est sortie. Elle était parfaite comme toujours. Cheveux lisses et sombres, lunettes de soleil de créateur, des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que mes courses. Elle s'est tenue à côté de la voiture et m'a regardé, debout dans le garage. Même avec les lunettes de soleil, je pouvais sentir son regard. Brian s'est approché de moi, s'est arrêté au bord de l'allée. Maman. J'ai attendu. Je dois te parler de quelque chose. Où est la voiture, Brian? Sa mâchoire s'est crispée.
C'est de ça que je dois te parler. Où est-elle? Je l'ai vendue. Les mots ont atterri mais n'ont pas eu de sens au début, comme s'il avait parlé dans une autre langue et que mon cerveau avait besoin de temps pour traduire. Tu as fait quoi? Je l'ai vendue hier. Il a regardé le garage vide, puis le sol. J'avais besoin de l'argent. Vanessa prépare ce voyage à Paris depuis des mois. C'est important pour ses relations d'affaires. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Le serrement dans ma poitrine s'est étendu. Mes mains tremblaient, alors j'ai croisé les bras. C'était la voiture de ton père. Elle ne servait à rien. Sa voix est devenue défensive, plus dure. Papa est parti, maman. Tu ne la conduis même pas. C'était son été, au passé. Brian m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges sur les bords. Fatigué. J'en ai eu un bon prix, en plus. 15 000 $. C'est juste pour une voiture aussi vieille. 15 000 $ pour une voiture sur laquelle Denny avait passé tous ses week-ends à travailler. Pour une voiture qu'il avait restaurée pièce par pièce pendant 20 ans. Pour une voiture qu'il avait promis de garder dans la famille. Je voulais crier, je voulais attraper mon fils et le secouer jusqu'à ce qu'il comprenne ce qu'il avait fait. Mes 43 ans aux soins intensifs m'ont appris à garder une voix calme, même quand tout à l'intérieur se brisait. Quand l'as-tu prise? Hier après-midi. Tu étais au magasin. Il avait toujours sa clé. Celle de l'époque où il vivait ici, avant de déménager, avant de la rencontrer. Je ne la lui avais jamais demandé en retour. Et Denny laissait toujours le garage déverrouillé. Il disait qu'il voulait pouvoir y entrer rapidement s'il pensait à quelque chose. Tu aurais dû me demander. Aurais-tu dit oui? Non, je n'aurais pas dit oui. Vanessa s'est approchée alors. Elle se déplaçait comme si elle possédait l'allée, la cour, toute la rue. Elle s'est tenue à côté de Brian et a posé sa main sur son bras. Ses ongles étaient rouges et parfaits. Carole, nous ne discutons pas de ça. C'est fait. La voiture est vendue. Nous partons pour Paris demain. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était mariée à mon fils depuis 2 ans, et je ne la connaissais toujours pas. Je ne savais pas où elle avait grandi, ce que faisaient ses parents, ou quoi que ce soit de réel sur sa vie avant Brian. Elle souriait beaucoup, mais ça n'atteignait jamais ses yeux. C'est entre moi et mon fils. Je suis sa femme. Ce qui est entre vous et lui est entre nous tous. Sa voix était agréable, raisonnable, comme si elle expliquait quelque chose de simple à quelqu'un de lent. Brian avait besoin de cet argent. La voiture n'était pas utilisée. C'était logique de la vendre. C'était celle de son père. Son père est mort. Elle l'a dit d'un ton sec. Comme un fait. Et Brian essaie de construire une vie. Nous deux. Tu comprends sûrement ça. Je ne me faisais pas confiance pour parler. J'ai juste regardé Brian. Il ne voulait plus croiser mon regard. La main de Vanessa est restée sur son bras. Possessive. On t'enverra des photos de Paris, a dit Vanessa. Elle a souri. Tu adorerais ça là-bas. L'architecture, les musées, très romantique. La cruauté désinvolte de ce commentaire, comme si elle ne savait pas ce qu'elle disait. Ou peut-être qu'elle le savait. Brian a changé de pied. On devrait y aller. On doit encore faire nos valises. Oui. Vanessa a tiré doucement son bras. Nous avons un vol tôt. Ils sont retournés à la BMW. Brian a jeté un regard en arrière une fois, juste une fois. M'a vu debout là, dans le garage de Denny, les bras croisés et en pantoufles. Puis il est monté dans la voiture. La fenêtre de Vanessa s'est baissée. Prends soin de toi, Carole. On se verra à notre retour. La BMW a reculé de l'allée et s'est éloignée. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de Oakwood Drive. Puis j'étais seul. Je suis retourné dans le garage, je me suis tenu au centre où se trouvait la tache d'huile. Le silence était différent sans la voiture, plus vide. Le soleil du matin entrait par la porte ouverte et éclairait la poussière dans l'air. J'ai repris le journal de Denny, l'ai ouvert à cette dernière entrée. J'ai lu ces mots sur le fait de m'apprendre à conduire, sur notre road trip de retraite, sur 20 ans de travail enfin terminé. Sa tasse de café était toujours sur l'étagère, tachée par des années d'utilisation, la hanse usée et lisse. Je l'avais lavée après sa mort,
mais je n'avais pas pu me résoudre à la Ranger. Tout était là sauf la voiture. Ses outils, son établi, sa radio, son odeur dans chaque coin, et l'espace vide où la Shelby aurait dû être. J'ai fermé le journal et je l'ai tenu contre ma poitrine. Le soleil était plus chaud maintenant. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé. Une tondeuse à gazon a démarré. Des sons normaux, une matinée normale. 8 mois de veuvage, et je pensais avoir pleuré toutes les larmes possibles. Mais debout dans ce garage, tenant le journal de Denny, regardant l'espace vide que notre fils avait laissé, je les ai sentis revenir. J'ai verrouillé la porte du garage, éteint la lumière, suis retourné à la maison avec le journal toujours dans mes mains. L'espace vide où la Shelby aurait dû être ressemblait à une blessure. Le téléphone a sonné à 7 heures du matin. J'étais réveillé depuis 4 heures. J'étais assise à la table de la cuisine avec le journal de Denny ouvert devant moi. J'avais lu la même page encore et encore. Celle où il documentait le remplacement du carburateur, son écriture si soignée, ses mesures exactes. Le téléphone continuait de sonner. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Bonjour, Madame Bennett. Une voix d'homme, un peu rauque, comme s'il avait pleuré. Cet homme grave de grave classique auto. J'ai la voiture de votre mari. Je me suis redressé. Quoi? La Shelby? Votre fils l'a amenée mercredi. J'ai besoin que vous veniez au concessionnaire, s'il vous plaît, tout de suite si vous pouvez. Il y a quelque chose que Denny voulait que vous sachiez. Mon cerveau a essayé de donner un sens aux mots. Je ne comprends pas. Denny était mon ami, un bon ami. Sa voix s'est brisée. J'étais à ses funérailles. J'aurais dû vous parler alors, mais je ne pouvais pas. Je suis désolé. S'il vous plaît, Madame Bennett, pouvez-vous venir? Je me suis souvenu de lui maintenant. Vaguement, un homme debout au fond du salon funéraire, cheveux gris, costume sombre. Il était parti avant que je puisse saluer qui que ce soit. Où êtes-vous? Il m'a donné l'adresse. Une zone industrielle à l'est de la ville. Je l'ai noté au dos d'une enveloppe. J'y serai dans 30 minutes. Je me suis habillé, un jean et un pull. J'ai trouvé mes clés, j'ai traversé la ville les mains serrées sur le volant. Le trafic matinal était léger. Je suis passé devant l'hôpital où j'avais travaillé pendant 40 ans. Le parking était déjà plein. La zone industrielle n'était que béton et bâtiments métalliques. J'ai trouvé grave classique auto au bout d'une longue rue. Le bâtiment était propre, moderne. Des rangées de voitures anciennes étaient garées sur le parking avant, derrière une clôture en grillage, toutes étincelantes sous le soleil matinal. Un homme se tenait devant l'entrée principale. Cheveux gris, peut-être 65 ans, un jean et une chemise. Il m'attendait. Je me suis garé et je suis sorti. Il s'est approché de moi. Ses yeux étaient rouges. Madame Bennett, merci d'être venue. Vous êtes Tom? Oui. Il a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poignée était ferme, mais sa main tremblait. Je suis Tom Grave. Votre mari m'a sauvé la vie il y a 25 ans. J'ai attendu. Il a regardé le sol, a pris une profonde inspiration. J'avais besoin d'un prêt commercial. J'avais le rêve d'ouvrir cet endroit. Aucune banque ne voulait me toucher. Mauvais crédit, pas de garantie, juste un rêve et beaucoup de culot. Il a levé les yeux. Denny a co-signé pour moi. A risqué son propre crédit et ses économies pour un étranger. J'ai remboursé chaque centime, mais la dette était plus profonde que l'argent. Il ne me l'a jamais dit. Il ne l'aurait pas fait. C'est comme ça qu'était Denny. Tom s'est essuyé les yeux. Ce concessionnaire existe grâce à lui. J'ai réussi. J'ai construit une belle vie. Tout ça parce que votre mari a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Quand votre fils a amené cette Shelby mercredi, je l'ai reconnu à la seconde où je l'ai vu. La voix de Tom est devenue rauque. Denny parlait de cette voiture chaque fois qu'on se croisait. Salons automobiles, ventes aux enchères, il me montrait des photos sur son téléphone. Me parlait des progrès. Il en était si fier. Brian a dit qu'il l'avait vendu. Il me l'a vendu, à moi. Tom avait l'air malade. Votre fils n'avait aucune idée de ce qu'il vendait. Je lui ai demandé s'il connaissait la valeur. Il a dit que $15 000 lui semblait juste.
Mon estomac s'est noué. Quelle est sa valeur réelle? Tom a croisé mon regard. Environ 180 000 $. C'est une Shelby GT5 Sense de 1967 documentée, l'une des 2048 jamais fabriquées. Denny l'a restaurée à une qualité de musée. Le chiffre n'avait aucun sens. Ne pouvait pas avoir de sens. 180 000 $. Oui, madame. Brian l'a vendue pour 15 000. Oui. Je me suis assise sur le trottoir. Juste assise. Tom s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés comme ça pendant 1 minute. Aucun de nous ne parlait. Je la lui ai achetée, a finalement dit Tom. Je lui ai payé les 15 000 $ parce qu'il était désespéré. Il a dit quelque chose à propos d'un voyage à Paris avec sa femme. Mais Madame Bennett, cette voiture n'a jamais été la mienne. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que Denny me l'a fait promettre il y a 2 ans. Tom s'est levé, m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Entrez. Il y a quelque chose que vous devez voir. Il m'a conduite à travers le bâtiment jusqu'au garage. L'espace était immense. Sol blanc, lumière vive au-dessus. 3 voitures étaient alignées sous des housses. Tom s'est arrêté à la dernière, a retiré la housse. La Shelby était là, étincelante, peinture bordeaux parfaite, chrome brillant. Je me suis approché lentement, j'ai posé ma main sur le capot. Le métal était froid et lisse. Je pouvais sentir Denny dans chaque ligne. J'ai ouvert la portière du conducteur, je me suis assise sur le siège en cuir. Ça sentait comme le garage à la maison. Le volant était usé là où ses mains l'avaient agrippé. Tom s'est appuyé contre le cadre de la porte. Il y a 2 ans, Denny m'a demandé de l'aider à installer quelque chose. Un compartiment secret. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais m'assurer que vous le sachiez. Il me l'a fait jurer. Tom a montré le tableau de bord, derrière la radio. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. Il a dit, c'est pour toi et seulement pour toi. Mon cœur battait la chamade. Tom m'a montré comment libérer le panneau. Appuyez ici, tirez là. La façade de la radio s'est détachée, et derrière se trouvait un espace, sombre et caché. Tom a reculé, est sorti du garage, m'a laissé seul. J'ai tendu la main dans le compartiment, ma main a touché du papier. J'ai sorti un dossier manille, épais et lourd. En dessous, il y avait une enveloppe scellée, mon nom sur le devant, écrit de la main de Denny, et en bas, une petite boîte en bois avec une clé à l'intérieur. J'ai ouvert l'enveloppe en premier. L'écriture de Denny remplissait la page. Datée de 2 mois avant sa mort. Carole, si tu lis ceci, je suis parti. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit de mon vivant. Tu aurais voulu qu'on gère ça ensemble, je le sais, mais je devais te protéger de ça jusqu'à ce que j'aie des preuves. J'enquête sur Vanessa depuis 18 mois. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom est Vanessa Courtland. Elle a déjà fait ça avant, 2 fois que j'ai trouvé jusqu'à présent. Dans ce dossier, il y a tout ce que j'ai rassemblé, photos, documents, coordonnées de ses précédentes victimes. Leurs histoires sont les mêmes. Elle cible les hommes avec des parents vieillissants et des actifs familiaux. Elle va cibler notre maison, Carole. C'est son modus operandi. Elle convaincra Brian que ton état décline, que tu as besoin de soins, que la maison devrait être vendue. Puis elle disparaîtra avec l'argent. Je l'ai confrontée une fois, prudemment, en observant sa réaction. Elle est très douée dans ce qu'elle fait. Brian ne le voit pas. Il ne me croira pas sans une preuve irréfutable, et je ne l'ai pas encore. La clé dans cette boîte est pour notre coffre-fort à la First National. Coffre 447. À l'intérieur se trouvent des certificats d'action que j'ai achetés en 1994 pour rendre service à un patient. Vérifie la valeur actuelle. Tu es à l'abri financièrement. Tom sait qu'il doit t'appeler s'il arrive quelque chose à cette voiture. C'est un homme bon. Fais-lui confiance. Protège-toi. Protège notre fils. Il est aussi une victime dans tout ça. Je t'aime. Je te protège toujours, Denny. Je l'ai lu 2 fois, les mains tremblantes. Denny savait. Il savait pour Vanessa. Il a passé 18 mois à enquêter sur elle. Il est mort avant d'avoir pu finir. J'ai ouvert le dossier manille. À l'intérieur,
Il y avait des photos. Vanessa a un mariage avec un homme différent. Plus âgé, cheveux gris. Une autre photo. Mariage différent. Homme différent. Des certificats de mariage. Des copies. Vanessa Courtland mariée à Stanley Wright, Phoenix, Arizona. Juin 2019. Vanessa Courtland mariée à George Murphy, Tampa, Floride. Mars 2021. Des coupures de journaux. Un homme de la région signale le vol des économies de sa mère âgée par sa belle-fille. Une autre. Une entreprise familiale vendue dans une affaire de fraude présumée. Des pages de l'écriture de Denny. Des notes sur le comportement de Vanessa, les questions qu'elle avait posées sur notre maison, sur ma santé, sur nos actifs, des dates et des heures. Au dos, des coordonnées, des numéros de téléphone. Stanley Wright, Phoenix. George Murphy, Tampa. La note finale de Denny en bas. Besoin de preuves plus concrètes avant d'en parler à Brian. Il ne me croira pas sans ça. Elle est trop douée. Si tu lis ceci et que je suis parti, s'il te plaît, termine ce que j'ai commencé. Protège notre fils. J'ai fermé le dossier, je l'ai tenu contre ma poitrine. 8 mois à penser que je savais tout de notre vie ensemble. 8 mois à le regretter et à le pleurer. Il avait porté ça seul. Les larmes sont venues alors, pas silencieuses. Des sanglots profonds qui secouaient tout mon corps. Je me suis assise dans la voiture de Denny, tenant son dossier d'enquête, et j'ai pleuré pour tout ce qu'il avait essayé de faire. Tom est revenu après quelques minutes, s'est tenu dans l'embrasure de la porte, n'a rien dit, a juste attendu. Je me suis essuyé le visage, je suis sorti de la voiture, je l'ai regardé. Il me protégeait même après sa mort. Tom a hoché la tête. C'est comme ça qu'était Denny. Je dois appeler ces hommes, Stanley et George. Je dois savoir ce qui leur est arrivé. Vous pouvez utiliser mon bureau. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai regardé la Shelby, la voiture que Denny avait passé 20 ans à construire. Le compartiment secret qu'il avait installé avec Tom, l'enquête qu'il m'avait laissée pour que je la termine. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Non, a dit Tom. Elle ne s'en sortira pas. Stanley Wright a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix semblait fatiguée, comme s'il attendait cet appel depuis des années. J'étais dans le bureau de Tom. La porte fermée. Le téléphone sur haut-parleur pour que Tom puisse être témoin. Mes mains tremblaient en composant le numéro. Bonjour, Monsieur Wright. Mon nom est Carol Bennett. Je vous appelle parce que mon fils est marié à une femme nommée Vanessa Courtland. Long silence à l'autre bout du fil. Puis un lourd soupir. Je me demandais quand cet appel arriverait. J'ai agrippé le bord du bureau de Tom. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Stanley avait 58 ans. Il a raconté son histoire lentement, chaque mot prudent, comme s'il avait répété ce qu'il dirait si quelqu'un le lui demandait un jour. Il a rencontré Vanessa au printemps 2019, au centre communautaire où sa mère était bénévole. Vanessa aidait à organiser des événements. Charmante, attentionnée, elle a commencé à parler. Elle semblait vraiment s'intéresser à lui. Sa femme était décédée 3 ans auparavant. Il était seul. Ils sont sortis ensemble. Elle était patiente, compréhensive, lui donnait l'impression d'être de nouveau vue. Mariée 6 mois plus tard. Sa mère avait des doutes. Disait que quelque chose n'allait pas. Stanley a ignoré cela. Pensait qu'elle était surprotectrice. Après le mariage, Vanessa a commencé avec de petits commentaires. Ta mère semble ralentir. As-tu remarqué? Elle a oublié mon nom hier. Est-ce normal? Je m'inquiète pour sa conduite. Et s'il arrivait quelque chose? Stanley a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Le vieillissement normal ressemblait soudain à un déclin. Vanessa trouvait des articles sur la démence, les laissait où Stanley les verrait, des articles sur les chutes des personnes âgées, les risques de blessures. Au fil des mois, elle a monté un dossier pour prouver que sa mère n'était pas en sécurité. Puis elle a trouvé une maison de retraite spécialisée, la meilleure de l'État. Elle mérite le meilleur, $20 000 par mois. Le seul moyen de se le permettre était de vendre la maison de sa mère. Stanley a convaincu sa mère que c'était pour sa sécurité. A vendu la maison dans laquelle elle avait vécu pendant 42 ans. $280 000.
L'argent est allé sur un compte joint avec Vanessa. Sa mère a déménagé dans l'établissement quelques mois après le mariage. 2 semaines plus tard, Vanessa a disparu. A vidé le compte. Chaque centime. N'a laissé aucune adresse de suivi, a changé de numéro de téléphone. Stanley a essayé de la retrouver, a déposé des rapports de police, mais l'argent était sur un compte joint, techniquement légal. Sa mère est décédée 6 mois plus tard. La voix de Stanley s'est brisée. Elle n'arrêtait pas de demander quand elle pourrait rentrer à la maison. Je n'arrêtais pas de lui dire bientôt, mais il n'y avait plus de maison et pas d'argent pour lui en trouver une. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé. Maman allait bien, Madame Bennett. Un peu oublieuse, mais bien. Elle n'avait pas besoin de cet endroit. Elle avait besoin de sa maison. Il a fait une pause. Quoi que Vanessa dise à votre fils à votre sujet, ne le croyez pas documenter tout. Elle commencera petit, de petits commentaires sur le fait que vous oubliez des choses, que vous êtes fatigué, puis elle passera à la vitesse supérieure. Merci de me l'avoir dit. Arrêtez-la, a dit Stanley. S'il vous plaît, ne la laissez pas faire à une autre famille ce qu'elle a fait à la mienne. J'ai raccroché, je suis resté là à fixer le téléphone. Tom m'a apporté de l'eau. Je l'ai bu, j'ai composé le 2e numéro. George Murphy a répondu immédiatement. George Murphy. Je me suis présenté. Même ouverture. Il a soupiré. Vanessa Courtland. Oui, j'attendais que quelqu'un appelle. George avait 61 ans. Son histoire était différente, mais le schéma était le même. Il a rencontré Vanessa aux funérailles de son père au début de 2021. Elle était là pour soutenir une amie, a-t-elle dit. Elle a trouvé George après. A exprimé ses condoléances. Elle comprenait le deuil. A dit qu'elle avait aussi perdu quelqu'un. Ils ont parlé pendant des heures. Elle l'a aidé à traverser la période la plus sombre. On commençait à sortir ensemble un mois plus tard. Ses amis disaient que c'était trop tôt. Ils s'en fichaient. Vanessa rendait le deuil supportable. Mariée 8 mois plus tard. Son père avait possédé un petit garage de réparation automobile pendant 40 ans. George en a hérité mais ne voulait pas le gérer. Trop de souvenirs. Vanessa a suggéré de vendre. C'est trop de stress. Vends-le. On prendra l'argent, on voyagera, on guérira ensemble, on prendra un nouveau départ. Cela avait du sens pour George à l'époque. A vendu le garage pour 195 000 $. L'argent est allé sur un compte joint. 3 jours après que le chèque a été encaissé, Vanessa était partie, complètement disparue. George l'a retrouvée grâce au relevé de carte de crédit jusqu'au Costa Rica. Le temps qu'il y arrive, l'argent était parti, blanchi via plusieurs comptes, impossible à récupérer. Elle cible les hommes avec des parents vieillissants et des actifs familiaux, a dit George, c'est sa spécialité. Elle fait des recherches sur eux d'abord, c'est tout avant même de se présenter. Il a fait une pause. Votre fils a-t-il accès à votre maison, à vos finances? Pas encore, mais elle a préparé le terrain. Alors vous avez le temps. Arrêtez-la avant qu'elle ne lui fasse signer quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Tom et moi sommes restés en silence. Denny soupçonnait tout ça, a finalement dit Tom. Il est venu me voir 6 mois avant de mourir. M'a demandé de l'aider. A dit qu'il avait un ami, un détective privé, Peter Coleman. Ils travaillaient ensemble. Pourquoi Denny ne me l'a pas dit? Il a dit qu'il avait besoin d'une preuve irréfutable. A dit que Brian était tellement amoureux qu'il ne le croirait jamais autrement. Tom a sorti une carte de visite de son tiroir de bureau. Peter attend. Appelez-le. J'ai pris la carte. Peter Coleman. Enquête privée. Un numéro local. D'abord, je dois aller à la banque. La First National était de l'autre côté de la ville. J'y suis allé en voiture avec le dossier d'enquête de Denny sur le siège passager. La petite boîte en bois avec la clé dans mon sac à main. La banque était bondée. Vendredi après-midi, des gens encaissaient des chèques, faisaient des dépôts, des affaires normales. J'ai demandé l'accès au coffre-fort. La directrice, une femme d'une 50aine d'années, m'a conduite à la chambre forte, au coffre 447. La clé s'adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe. Je l'ai ouverte.
Des certificats d'action dans une pochette de protection. De la documentation. Une lettre de déni. Carole, j'ai acheté ces actions pour rendre service à un patient en 94. Son fils lançait une entreprise technologique et avait besoin d'investisseurs. Je lui ai donné $5 000. Sans rien attendre en retour. Le patient est décédé l'année suivante et j'ai honnêtement oublié ces certificats. Je les ai trouvés le mois dernier en organisant des dossiers. J'ai cherché l'entreprise et j'ai failli tomber. Ça vaut plus que tout ce que nous avons jamais économisé. C'est pour toi, pour notre avenir, pour la sécurité. Si tu lis ceci depuis le coffre-fort, il m'est arrivé quelque chose. Vends-les quand tu seras prête. Vis bien, voyage. Reste indépendante. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Tu es à l'abri. Déni. J'ai apporté les certificats à la directrice de la banque. Pouvez-vous me dire ce que cela vaut? Elle a fait des recherches sur son ordinateur. Ses yeux se sont écarquillés. Madame Bennett, Techcore Solutions est entrée en bourse l'année dernière. Ses actions sont actuellement évaluées à environ $342 000. Je me suis assise. Juste assise. La directrice m'a apporté de l'eau. Vous allez bien? Mon mari les a achetés. Elle a consulté les registres. Achetés en mai 1994 pour $5 000. L'entreprise est restée privée pendant 30 ans, puis est entrée en bourse. Le cours de l'action n'a cessé de grimper. $342 000. Déni m'avait laissé une sécurité financière dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. J'avais des ressources maintenant, du pouvoir, des options. Je pouvais combattre Vanessa sur un pied d'égalité. Samedi matin, j'ai rencontré Peter Coleman dans un café près de l'hôpital. Tom l'avait appelé, avait arrangé ça. Peter avait 55 ans, grisonnant, l'air méthodique, ancien détective. Il avait des dossiers avec lui, s'est assis en face de moi dans la banquette. Déni était mon ami. Quand j'ai appris sa mort, je me suis demandé si Vanessa passerait à l'action. Vous avez continué à enquêter. Déni m'a fait promettre de ne pas vous contacter directement à moins que Vanessa n'agisse contre vous. Il ne voulait pas vous alarmer avec des soupçons non prouvés. Peter a ouvert son dossier, mais je continuais à regarder. Il m'a montré des impressions, une empreinte numérique des 3 derniers mois. Vanessa active sur des forums de soignants sous un faux nom. Des messages demandant comment convaincre des personnes âgées réticentes qu'elles ont besoin d'aide. Des questions sur les maisons de retraite, les coûts des soins spécialisés, l'historique de navigation immobilière, l'immobilier au Costa Rica, une enquête financière, des cartes de crédit au nom de Brian, 3 cartes, une dette totale de $32 000, des frais pour des vêtements de créateurs, des restaurants chers, un hôtel de luxe à Paris. Le salaire de Brian en tant que chef de bureau est de $65 000 par an, a dit Peter. Pas assez pour soutenir ce style de vie. Elle vit avec de l'argent emprunté. De l'argent qu'il ne sait même pas encore qu'il doit. Peter a présenté un calendrier prévisionnel basé sur les victimes précédentes. Phase 1, voyage à Paris. Construire le rêve. Faire en sorte que Brian se sente inadéquat. Phase 2, dans les 2 ou 3 prochains mois, elle commencera à s'inquiéter pour vous. Suggérera que vous déclinez. Phase 3, dans 4 à 6 mois, montez le dossier pour une maison de retraite. Phase 4, dans 6 à 8 mois, convaincre Brian de vendre votre maison. Ma maison est payée. Elle vaut $320 000. Exactement. Son gain total serait de plus de $350 000. Peter a fermé le dossier. Elle est maintenant dans la phase de préparation. Quand ils reviendront de Paris, elle lancera la campagne pour de bon. La police peut-elle l'arrêter? Pas encore. Elle n'a pas commis de crime dans cet état. Les escroqueries précédentes ont eu lieu en Arizona et en Floride. Tant qu'elle ne prend pas réellement d'argent ou ne commet pas de fraude ici, la police ne peut pas agir. Donc, on attend qu'elle nous fasse du mal. On monte le dossier maintenant. On documente tout. Quand elle passera à l'action, on sera prêt. Peter s'est penché en avant. Et Brian doit voir la vérité par lui-même. Si vous lui dites simplement, elle le convaincra que vous êtes paranoïaque. Il doit le découvrir. J'ai compris. Brian ne me croirait pas sans des preuves qu'il aurait trouvées lui-même. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine,
J'ai fait une liste de tout ce que j'avais remarqué chez Vanessa en 2 ans. Il y a 2 mois, Brian me demandant où je gardais l'acte de propriété de la maison. Il y a 6 semaines, Vanessa prenant des photos de chaque pièce lors d'une visite. Il y a 1 mois, Brian me demandant si j'avais oublié des plans de déjeuner que nous n'avions jamais faits. Il y a 3 semaines, Vanessa commentant à quel point je semblais fatigué. Il y a 2 semaines, une brochure pour la maison de retraite Sunset Hills tombant du sac à main de Vanessa. Le schéma était là, se construisant depuis des mois. Vanessa créait un récit selon lequel je déclinais, préparant Brian à croire que sa mère avait besoin d'aide. J'ai pensé au certificat d'action, à la raison pour laquelle Denis les gardait à la banque mais cachait le dossier d'enquête dans la voiture. La réponse était évidente. La banque était à l'épreuve du feu, sécurisée, l'endroit le plus sûr pour quelque chose de valeur. Mais la voiture était l'espace privé de Denis. Vanessa n'allait jamais dans le garage. Ne montrait jamais d'intérêt pour ses outils ou son travail. Elle restait dans la maison. La voiture était l'endroit où Denis pouvait cacher quelque chose qu'il ne voulait pas qu'elle trouve. Il avait pensé à tout. J'ai fermé mon carnet. Dehors, le soleil se couchait. Soirée de printemps, chaude et calme. Denis m'a protégé de toutes les manières possibles. M'a laissé de l'argent, des preuves, des gens qui m'aideraient. Maintenant, je devais protéger Brian. Ils sont revenus de Paris un mardi. Tous les deux bronzés. Brian avait l'air fatigué malgré les vacances. Des rides de stress autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. Je les avais invités à dîner. J'ai parfaitement joué le rôle. J'ai fait un rôti. Le plat préféré de Denis. Le plat d'enfance préféré de Brian, aussi. Ils sont arrivés à 18h. Vanessa portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Chemisier en soie, jean de créateur, sac cher. J'ai serré Brian dans mes bras à la porte. Il s'est accroché une seconde de plus que d'habitude. L'étreinte de Vanessa a été rapide, performative. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où j'avais élevé Brian. Les mêmes chaises que Denis avait restaurées il y a 20 ans. Vanessa a contrôlé la conversation dès la première minute. Paris était magnifique. L'hôtel dans le Marais était superbe. Ils ont déjeuné près du Louvre, dîné dans un restaurant que je ne pouvais pas prononcer. Elle a peint le tableau de la vie qu'il méritait. La vie qu'il devrait avoir. C'était merveilleux, a dit Vanessa, mais ça m'a fait réaliser tout ce que nous manquons. Brian travaille si dur et nous avons si peu à montrer. Elle m'a regardé en disant cela, le sens était clair. J'ai gardé un visage neutre, j'ai passé les pommes de terre. Brian est intervenu. Maman, tu devrais penser à voyager aussi, à voir des choses. Peut-être un jour. Vanessa s'est penchée en avant. Carole, cette maison est vraiment trop grande pour une seule personne. As-tu pensé à déménager dans plus petit? Peut-être quelque chose de plus gérable. Le voilà, le premier mouvement direct. Je me débrouille très bien. C'est ma maison. Bien sûr. Le sourire de Vanessa était agréable, raisonnable. Nous nous soucions juste de ta sécurité. Les escaliers, l'entretien du jardin. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Brian a hoché la tête. On s'inquiète pour toi ici toute seule, maman. J'ai remarqué. Il a dit long, pas de jeu. Les mots de Vanessa sortant de sa bouche. J'apprécie votre inquiétude, mais je vais bien. Vanessa a laissé tomber. Mais j'ai vu le calcul dans ses yeux. Les graines étaient plantées. Elles pousseraient plus fort la prochaine fois. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Café et la tarte aux pommes que j'avais faite. Vanessa s'est excusée. Salle de bain au bout du couloir. Elle est partie 10 minutes. J'ai attendu 5 minutes, puis je me suis excusé, je l'ai trouvée à l'étage près de l'ancien bureau de Denis. La porte de la salle de bain était ouverte et vide derrière elle. Elle a sursauté en me voyant. Oh! Je me suis perdu. Cette maison a tellement de pièces. La salle de bain est en bas, là où elle a toujours été. Elle a ri, m'a touché le bras. Bien sûr. Quelle idiote. Trop de vin au dîner. Je l'ai ramené en bas, je n'ai rien dit de plus. Ils sont partis 1 heure plus tard. Vanessa tout sourire. Prends soin de toi, Carole. On reviendra bientôt.
Brian m'a serré dans ses bras. Au revoir. Je t'aime, maman. Je les ai regardés partir, puis je suis allé directement à mon carnet, j'ai noté chaque détail pendant que c'était frais. Mercredi matin, j'ai appelé Brian. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Peux-tu passer? Juste toi. De quoi s'agit-il? De ton père. Quelque chose que j'ai trouvé dans ses affaires. Silence à l'autre bout du fil. Vanessa et moi n'avons pas de secret, maman. C'est entre toi et moi. S'il te plaît, Brian. Longue pause. D'accord. Cet après-midi. Je dois dire à Vanessa où je vais. C'est bien. Il est arrivé à 15 heures, seul comme il l'avait promis, mais il avait l'air nerveux en sortant de la voiture. J'avais préparé du café. Le dossier d'enquête de Denis sur la table de la cuisine. Brian l'a vu et ses épaules se sont tendues. Maman, si c'est encore à propos de la voiture. Assieds-toi, s'il te plaît. Il s'est assis, les bras croisés, sur la défensive avant même que j'aie commencé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai utilisé ma voix d'infirmière des soins intensifs, calme, autoritaire, factuelle. Avant de te montrer quoi que ce soit, j'ai besoin que tu écoutes. Vraiment que tu écoutes. Peux-tu le faire? On dirait une embuscade. C'est une protection. Je lui ai d'abord montré la lettre de Denis, je l'ai mise dans ses mains. Brian l'a lue, le sang se retirant de son visage. Papa enquêtait sur Vanessa pendant 18 mois avant de mourir. Sa réaction a été instantanée. Colère, déni. Papa ne l'a jamais aimé. Il était paranoïaque à propos de tout. C'est ridicule. Je suis resté calme. Regarde les preuves. J'ai étalé les photos sur la table. Vanessa a 2 mariages différents avec 2 hommes différents. Les certificats de mariage. Vanessa Courtland mariée à Stanley Wright. Vanessa Courtland mariée à George Murphy. Brian les a regardés fixement. Ça pourrait être n'importe qui. Quelqu'un avec le même nom. Appelle-les. Demande-leur de te parler de leur femme. Je lui ai tendu le papier. Les numéros de téléphone écrits de la main soignée de Denis. Stanley Wright, Phoenix. George Murphy, Tampa. Tu veux que j'appelle des étrangers au hasard? Ils ne sont pas au hasard. Ils étaient mariés à ta femme avant toi. Brian s'est levé, a commencé à faire les 100 pas, c'est insensé. Vanessa ne ferait pas ça. Elle-même. Alors prouve-moi que j'ai tort. Appelle-les. Prouve que ton père avait tort. Il a attrapé le papier, l'a chiffonné dans son poing. Je ne ferai pas ça. Il s'est dirigé vers la porte. Brian, s'il te plaît. Il s'est retourné. Pourquoi fais-tu ça? Ne peux-tu pas me laisser être heureux? Ma voix s'est brisée. Parce que ton père est mort en essayant de te protéger et je ne laisserai pas ces derniers mois être vains. Brian a claqué la porte derrière lui. Je l'ai regardé partir. Je ne savais pas s'il appellerait ses numéros ou irait directement voir Vanessa. Quoi qu'il en soit, le choix était désormais le sien. L'attente a été la pire partie. Je suis resté assise à la table de la cuisine. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais me concentrer sur rien. Peter a appelé à 20 heures pour prendre des nouvelles. Comment ça s'est passé? Il était en colère. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Donnez-lui du temps. La vérité doit faire son chemin. Mais le temps semblait s'écouler. À minuit, le téléphone a sonné. Le nom de Brian sur l'écran. Brian. Sa voix était brisée. Éraillée. Je les ai appelés. Maman, je les ai appelés tous les deux. Ils pleuraient. Qu'ont-ils dit? Tout. La mère de Stanley. Le garage du père de George. C'est la même chose. Exactement la même histoire. Mon cœur s'est brisé pour lui. Je suis tellement désolé. Je suis rentré à la maison après être parti de chez toi. J'étais tellement en colère. Sa voix tremblait. Mais je n'arrêtais pas de penser à papa, à ses certificats de mariage. Alors j'ai décidé de la tester. Juste poser des questions simples. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé où elle avait grandi, quel était son nom de jeune fille. Parle-moi de ta famille au point.
Il a pris une profonde inspiration tremblante. Ses réponses étaient différentes. Pas juste un peu différentes. Complètement différentes de ce qu'elle m'avait dit avant. Ville différente, université différente, tout était différent. Que as-tu fait? J'ai insisté, j'ai posé des questions sur les cartes de crédit que Peter a trouvées. Celle à mon nom dont je n'étais pas au courant. La voix de Brian est devenue plate. Son visage a complètement changé. Maman, c'était comme si un masque tombait. Elle a dit que c'était des investissements commerciaux. Que je ne comprendrais pas. Alors j'ai demandé quelle entreprise. Je lui ai demandé de me montrer. Elle a dit qu'elle n'avait rien à me prouver, que je devrais faire confiance à ma femme. J'ai continué à insister. J'ai dit que je voulais voir les relevés. Ils sont à mon nom. Elle a fait une valise sur le champ. Plus de faux semblants. A dit que j'étais faible. A dit que j'étais comme ce que papa disait. Comme tous les autres. Sa voix s'est brisée. Elle est partie. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je n'arrête pas d'appeler son téléphone. Elle ne répond pas. Reste là. J'appelle Peter Coleman. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Peter. Il a répondu à la première sonnerie. Je la suis déjà grâce aux cartes de crédit. Elle s'est enregistrée au Marriott de l'aéroport il y a 1 heure. Elle part. Elle a fait plusieurs retraits en espèces au cours des 2 dernières heures. A retiré environ $12 000 au total. Et elle vient de réserver un vol. Il a fait une pause. Mexico. Départ à 6 heures du matin. Allez simple. Mon estomac s'est noué. Elle s'enfuit. Oui, mais j'ai trouvé autre chose. Vanessa Courtland est une identité volée. La vraie Vanessa Courtland est morte dans un accident de voiture en 2018. Le vrai nom de cette femme est Linda Marsh. Elle est recherchée pour fraude dans 2 autres États sous différents noms. La police peut-elle l'arrêter? J'ai été en contact avec des détectives en Arizona et en Floride. Ils vont émettre un mandat. Si on agit maintenant, on peut l'attraper à l'aéroport avant qu'elle n'embarque. De quoi avez-vous besoin? De la coopération de Brian. Sa déclaration sur la fraude à la carte de crédit. Peut-il le faire? Oui, je m'en assurerai. À 3 heures du matin, nous nous sommes retrouvés chez moi. Peter, Brian et moi. Brian avait l'air anéanti, les yeux rouges, n'avait pas dormi. Il s'est assis à la table de la cuisine pendant que Peter exposait la situation. Vanessa part sur un vol de 6 heures. La police est prête à l'arrêter sur la base de mandat d'arrêt en cours, mais nous avons besoin de votre déclaration sur les cartes de crédit falsifiées. Cela signifie que ça deviendra public, a dit Peter. Vous devrez témoigner. Êtes-vous prêt pour ça? Brian m'a regardé. Qu'aurait fait papa? Ton père a passé ces derniers mois à monter un dossier contre elle. Il est mort avant de pouvoir le terminer. Il voudrait que tu l'arrêtes. Pas pour te venger, mais pour qu'elle ne fasse pas ça à quelqu'un d'autre. Brian est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. Appelez la police. Allons à l'aéroport. Nous sommes montés dans la voiture de Peter, avons traversé des rues vides. 4 heures du matin et la ville était sombre, à l'exception des lampadaires. Brian était assis sur la banquette arrière, regardant dans le vide. J'ai tendu la main en arrière, j'ai pris la sienne. Il l'a serrée fort. L'aéroport se réveillait à peine lorsque nous sommes arrivés. Les cafés ouvraient, les néons étaient agressifs, les voyageurs d'affaires tiraient leurs bagages, l'air fatigué. Nous nous sommes tenus derrière une colonne près de la sécurité. Peter nous a positionnés là où nous pouvions voir, mais restés en retrait. La police était déjà là. 2 détectives en civil près du point de contrôle. Brian n'avait pas parlé depuis que nous étions montés dans la voiture, il regardait juste devant lui. Je suis resté près de lui. 5h30, la file d'attente à la sécurité a commencé à se remplir. Puis Vanessa est apparue. 2 grandes valises, un manteau de créateur, des lunettes de soleil malgré leur matinale, une coiffure parfaite. Elle ressemblait à quelqu'un qui partait en vacances. Calme, confiante, un téléphone dans une main, une carte d'embarquement dans l'autre. Elle s'est mise dans la file, a avancé ses bagages. Les détectives se sont déplacés. Madame, nous devons vous parler. Vanessa s'est retournée,
les a vus juste une seconde. Son visage a changé. Puis elle a souri. Y a-t-il un problème, messieurs les agents? Le détective a montré son badge. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Linda Marsh. Le sourire de Vanessa s'est figé. Je ne sais pas qui c'est. Mon nom est Vanessa Bennett. Madame, veuillez vous écarter. Vanessa a regardé autour d'elle, calculant, a vu l'autre détective bloquer la sortie. Elle a couru, a laissé tomber ses bagages, a enlevé ses talons, a couru en bas à travers le sol poli. La sécurité de l'aéroport l'a attrapée avant qu'elle ne fasse 20 pieds. L'a plaquée au sol près du tableau des départs. Elle s'est débattue, donnant des coups de pied, criant « Lâchez-moi ». Je n'ai rien fait. Les gens se sont arrêtés, ont regardé, les téléphones sortis. La police l'a menottée là, sur le sol, lui a lu ses droits pendant qu'elle se débattait. Un détective a ouvert ses bagages abandonnés. Juste là, au point de contrôle de sécurité. Dans la première valise se trouvaient des vêtements, des articles de toilette, des articles de voyage normaux. Dans la seconde, il y avait des liasses de billets, attachés avec des élastiques, 48 000 $, nous dirait le détective plus tard. Un passeport avec sa photo, mais un nom différent. Linda Brennan. Des documents, des numéros de compte bancaire, un disque dur externe. Le détective a brandi le passeport. Vous voulez expliquer ça? Vanessa lui a craché dessus. Ils l'ont relevé. Elle se débattait toujours quand elle nous a vus. A vu Brian debout à 30 pieds de là. Moi à côté de lui. Elle est devenue complètement immobile. Puis son visage s'est transformé. Pure rage. Toi. Elle s'est jetée vers lui. La police l'a retenue. C'est toi qui as fait ça. Brian a tressailli. Tu es pathétique, a crié Vanessa. Faible. Stupide. Comme les autres. Tu pensais vraiment que quelqu'un comme moi voudrait de toi? Tu n'es rien. Rien. Je me suis mise devant Brian. Pas grand-chose, juste assez. Vanessa s'est retournée contre moi. Et toi, vieille fouine? C'était à moi. Mon coup. J'ai passé 3 ans là-dessus. Tu aurais dû t'occuper de tes affaires et mourir. Sa voix a résonné dans le terminal. Les gens regardaient, enregistraient. Je n'ai pas réagi. Je suis juste resté là. J'ai gardé ma main sur le bras de Brian. La police a emmené Vanessa. Elle criait toujours des menaces, sa voix s'estompant alors qu'il l'emmenait à travers les portes de sécurité. Puis elle était partie. Brian est resté figé, tremblant. Rentrons à la maison, j'ai dit. 2 semaines plus tard, nous étions au poste de police pour faire des déclarations officielles. Le détective Ramirez a expliqué ce qu'ils avaient trouvé. Le vrai nom de Vanessa était Linda Marsh. Née dans l'Ohio, elle a commencé à monter des arnaques à 20 ans. À petite échelle au début, elle est passée au vol d'identité et à la fraude envers les personnes âgées. Vanessa Courtland était une identité volée. La vraie Vanessa Courtland est morte dans un accident de voiture. Linda a volé son identité et l'a utilisée pendant les 6 dernières années. 5 victimes précédentes qu'ils avaient trouvées jusqu'à présent. 2 avant Stanley, le schéma remontant à 8 ans. Des accusations ont été portées dans 3 États, l'Arizona, la Floride, et ici. Vol d'identité, fraude, vol par tromperie, contrefaçon. Le procureur s'attendait à un accord de plaidoyer. 12 à 15 ans de prison fédérale. Les cas de Stanley Wright et George Murphy ont été rouverts avec de nouvelles preuves. Ils pourraient récupérer certains fonds par des poursuites civiles. La dette de carte de crédit de Brian a été en grande partie annulée. Les réclamations pour fraude ont été approuvées. 1 mois plus tard, Brian s'est présenté à ma porte avec 2 valises. Je peux rester ici, juste pour un moment? Bien sûr. Il a pris son ancienne chambre. La même chambre du lycée. Des affiches toujours sur les murs, des trophées de football sur l'étagère. Le divorce a été prononcé. Une annulation en fait. Le mariage n'a jamais été légalement valide. Vanessa s'est mariée sous une identité volée. Brian a commencé une thérapie. 2 fois par semaine, les mardis et jeudis soirs. Certains jours, il allait bien, préparait le petit déjeuner, aidait à la maison, souriait de temps en temps. D'autres jours,
il parlait à peine, restait dans sa chambre, ne sortait que pour les repas. Je n'ai pas insisté, j'ai juste gardé l'espace sûr, j'ai préparé ses plats préférés, j'ai laissé les lumières allumées, j'ai gardé le café prêt. Des années en tant qu'infirmière m'ont appris la guérison. Ce n'est pas linéaire. C'est désordonné. Ça prend du temps. 2 mois après l'aéroport, le procureur a appelé. Vanessa a accepté l'accord de plaidoyer. 12 ans de prison fédérale. Je l'ai dit à Brian au dîner. Il a juste hoché la tête. N'a rien dit. Ce samedi-là, je l'ai trouvé dans le garage. Il était assis sur le vieux tabouret de travail de Denis, tenant le journal de travail, des larmes coulant sur son visage. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, j'ai attendu. J'ai trouvé ça sur l'établi. Sa voix était épaisse. J'ai commencé à lire. Il a ouvert à une page d'il y a des années. L'écriture de Denis la remplissait. J'ai appris à Brian à faire la vidange aujourd'hui. Il a 12 ans, assez vieux pour apprendre. Ses mains sont encore petites, mais prudentes. Il a écouté chaque mot. Si fier de lui. Les mains de Brian tremblaient en tenant la page. Une autre entrée de plus tard. Brian est passé pour aider à la reconstruction du moteur. On a travaillé tout l'après-midi. On a à peine parlé. Pas besoin. Ce sont les jours dont je me souviendrai. Je me souviens à peine de ça, a dit Brian. Travailler sur la voiture avec lui. J'étais si jeune. Je me suis assise sur l'établi à côté de lui. Il aimait ses journées. Il en parlait tout le temps. J'ai vendu sa voiture. La voix de Brian s'est brisée. La voiture sur laquelle il a passé 20 ans, pour 15 000 $, pour un voyage pour impressionner une femme qui prévoyait de détruire notre famille. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. Papa a essayé de me prévenir. Ces derniers mois, il n'arrêtait pas de poser des questions sur Vanessa, sur nos projets, sur l'argent. Je pensais qu'il était contrôlant. Il s'est essuyé les yeux. La dernière conversation que j'ai eue avec lui, on s'est disputé à son sujet. Je lui ai dit de reculer, de me laisser vivre ma vie. Il est mort une semaine plus tard. Je ne me suis jamais excusé. J'avais la gorge serrée. Il savait que tu l'aimais. Brian a secoué la tête. Comment aurait-il pu? Je l'ai choisi plutôt que lui. Plutôt que toi. Plutôt que tout ce qu'il m'a appris. J'ai sorti la lettre que Denis avait laissée dans la voiture. Celle sur le besoin de preuves avant de le dire à Brian. Je l'avais gardée sur moi, attendant le bon moment. Lis ça. Brian l'a prise. A lu les mots de Denis sur le fait de ne pas vouloir lui briser le cœur sans une preuve irréfutable, sur le fait de l'aimer, sur le fait que Brian était aussi une victime. Il a compris, j'ai dit. Il savait que Vanessa était douée dans ce qu'elle faisait. Il ne t'a pas blâmé. Brian s'est complètement effondré. Des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je l'ai tenu dans mes bras, toutes ces années à être une mère, à tenir mon fils à travers chaque douleur. Celle-ci était la plus profonde. Nous sommes restés dans le garage pendant longtemps, entourés des outils de Denis, de son établi, de sa radio, de l'odeur d'huile de moteur et de vieux cuir. Finalement, les larmes de Brian se sont arrêtées. Il s'est essuyé le visage avec sa manche. J'aimerais que la voiture soit encore là. Sa voix était rauque. J'apprendrai tout sur elle, comme papa le voulait. Je n'ai rien dit, j'ai juste serré son épaule. Il a refermé le journal avec soin, l'a remis sur l'établi exactement où Denis l'avait laissé. Nous sommes retournés à la maison. Le soir tombait, le printemps se transformait en été. L'air chaud et lourd. À l'intérieur, j'ai préparé le dîner. Brian a mis la table sans qu'on le lui demande. La maison semblait différente. Plus vide. Pas encore tout à fait entière non plus, mais en train de guérir lentement. J'ai remboursé la dette restante de Brian la semaine après la condamnation de Vanessa. 5 000 $. Ce que les réclamations pour fraude n'avaient pas couvert. J'ai fait le chèque et je n'en ai plus parlé. Les certificats d'action de Denis m'ont donné des choix que je n'avais jamais attendus. 342 000 $. Plus d'argent que nous n'avions économisé pendant tout notre mariage. J'ai réfléchi à ce que j'allais en faire. Stanley Wright. Sa mère mourant le cœur brisé dans une maison de retraite dont elle n'avait jamais eu besoin. George Murphy.
Le garage de son père vendu. 40 ans de travail partis en fumée. Je leur ai envoyé à chacun un chèque de 10 000 $. J'ai joint une note, à la mémoire de votre mère, de la part de quelqu'un qui comprend. Carol Bennett ou pour Stanley. Des mots similaires pour George. Pour moi, j'ai décidé de rester dans la maison. Peut-être voyager un peu, de petits voyages, rien d'extraordinaire, rester indépendante comme le voulait Denny. 2 mois après l'aéroport, un samedi matin, j'ai entendu un moteur gronder à l'extérieur. Profond, puissant, familier. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. La Shelby était dans mon allée. La peinture bordeaux brillait au soleil. Tom grave au volant. Ma poitrine s'est serrée. Brian était à l'étage. J'ai entendu sa porte s'ouvrir. C'est pas dans les escaliers. Il l'avait entendu aussi. Nous sommes sortis tous les deux, nous nous sommes tenus sur le porche. Tom est sorti de la voiture, a souri en voyant nos visages. Je la ramène à la maison, là où elle doit être. Brian a regardé la voiture, incapable de bouger, incapable de parler. Tom s'est approché de nous, m'a tendu les clés. Elle n'a jamais été à moi, Madame Bennett. Denny l'a construite pour vous. J'ai essayé de trouver mes mots. Tom, vous avez payé Brian 15 000 $. Je sais. Tom a secoué la tête. Mais cette voiture vaut plus que de l'argent. Denny voudrait que vous l'ayez. Que Brian la prenne. C'est ce qui compte. La voix de Brian est sortie, rauque. Je l'ai vendue. Je l'ai jetée. Tom l'a regardé. Tu as aussi été une victime. Ton père le savait. C'est pour ça qu'il a monté le dossier, pour te protéger. Tom m'a tendu les clés. Denny m'a dit un jour que cette voiture n'était jamais vraiment la sienne. Elle a toujours été destinée à sa famille, aux personnes qu'il aimait. Il a montré le garage. Vous voulez de l'aide pour la rentrée? Nous avons ouvert la porte du garage ensemble. Tom a reculé la Shelby à sa place, la même place qu'elle avait quittée des mois auparavant. La tache d'huile sur le béton était toujours là. Le moteur s'est arrêté. Le silence s'est installé. Puis le garage a senti comme il le devait à nouveau. Huile de moteur. Vieux cuir. Denny. Tom est sorti, et resté à regarder la voiture un instant. Il serait fier de ce que vous avez fait, m'a-t-il dit. L'arrêter, protéger votre fils. Il a regardé Brian. Et il serait fier que tu sois revenu. Que tu guérisses. Tom est parti après le café, nous a serrés tous les deux dans ses bras. Brian et moi sommes restés dans le garage après son départ. La Shelby entre nous. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit de retour, a dit Brian. Moi non plus. Il a touché le capot, a passé sa main sur la peinture lisse. Je ne mérite pas ça. Denny pensait que si. C'est suffisant. 3 mois plus tard, un dimanche matin, nous avons commencé. Brian a apporté le journal de travail de Denny au garage. J'ai apporté du café. Nous avons ouvert le capot. Sommes restés à regarder le moteur que Denny avait reconstruit pièce par pièce. Je ne sais pas par où commencer, a dit Brian. J'ai ouvert le journal, j'ai trouvé la page marquée enseignée à Brian. L'écriture de Denny, claire et soignée. Commence par l'huile, j'ai lu. Vérifie-la en premier, à chaque fois. Avant de la conduire, assure-toi qu'elle est prête. Brian a trouvé la jauge, l'a tirée, a vérifié le niveau comme le montrait le journal. Ses mains étaient plus stables maintenant. 3 mois de thérapie qui se voyaient. Nous avons passé la matinée à inspecter la voiture ensemble, à vérifier les fluides, à examiner les filtres, à tester les systèmes, un travail physique, méthodique, en suivant les notes de Denny pas à pas. La confiance de Brian a grandi au fil des heures. J'ai vu Denny dans ses mouvements, l'attention soignée, le toucher doux avec les outils. Dans l'après-midi, Brian souriait. Vraiment souriait. J'avais oublié à quel point j'aimais ça, a-t-il dit, être dans le garage, travailler de mes mains. Ton père aimait ces journées avec toi. Je me souviens de plus de choses maintenant. De petites choses. La façon dont il expliquait tout 2 fois pour s'assurer que je comprenais. La façon dont il me laissait essayer même quand je faisais des erreurs. Il a refermé le capot avec soin. Je vais prendre soin de cette voiture comme il le voulait. On en prendra soin, j'ai dit.
4 mois après que Tom a ramené la voiture, j'ai décidé qu'il était temps. Samedi matin, le printemps se transformant en été. Je me tenais dans le garage avec les clés à la main. Brian est sorti. Tu es prête? Je crois. Nous sommes montés. Brian sur le siège passager. Moi au volant. Le siège en cuir était frais sous moi. Le volant usé là où les mains de Denny l'avaient agrippé pendant 20 ans. J'ai ajusté les rétroviseurs. J'ai tout vérifié comme le journal nous l'avait appris. J'ai démarré le moteur. La Shelby a rugi, un grondement profond que je pouvais sentir dans ma poitrine, le son du travail de Denny, de sa patience, de son amour. J'ai reculé prudemment du garage. La main de Brian sur la poignée de la portière, nerveux mais confiant. J'ai descendu au coude drive, les fenêtres baissées, l'air chaud entrant, le moteur ronronnant, doux et puissant. Brian a ri. Papa deviendrait fou en ce moment, dans le bon sens du terme. Il m'avait appris à conduire quand j'avais 17 ans, sur une Ford à boîte manuelle. Je l'ai calé 6 fois. Il ne s'est jamais énervé. C'est plus facile. Nous avons conduit sans destination. À travers la ville, devant l'hôpital où j'avais travaillé, devant le lycée où Brian jouait au football, juste conduire. La Shelby a répondu parfaitement. 20 ans de restauration qui portaient leurs fruits à chaque virage, chaque changement de vitesse, chaque kilomètre. Après 1 heure, je suis rentré, je me suis garé dans l'allée, j'ai reculé la voiture dans le garage. Ajustement parfait. Comme si elle n'était jamais partie. J'ai coupé le moteur, je suis resté assise dans le silence qui a suivi. Papa serait si fier de toi, a dit Brian. De nous, ai-je corrigé. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner. Brian est descendu et a aidé avec les légumes, les coupant comme le faisait Denny. La maison était calme, mais pas vide. Le garage de nouveau plein, les outils de Denny sur leurs panneaux perforés, son journal sur l'établi, la Shelby à sa place. J'ai regardé par la fenêtre le garage, j'ai pensé à la lettre de Denny. Je te protège toujours. C'était vrai. L'enquête qu'il avait menée, les actions qu'il avait laissées, Tom tenant sa promesse. Denny m'aimait assez pour se préparer à tout. Je n'étais pas seul, ne l'ai jamais été, ne le serai jamais. Voilà mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous été capable de pardonner à votre enfant d'avoir vendu quelque chose de si précieux? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.